Je crois qu'il est 8h20, donc on va démarrer tranquillement. Donc, c'est Benjamin Richard et je vais vous faire une présentation sur les anomalies coronaires congénitales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle anomalie coronaire congénitale? Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup d'anocor, c'est un petit peu le terme à la mode. Je vais vous dire ce que signifie anocor, ça veut dire anomalie coronaire congénitale. Alors, dans ces anomalies coronaires congénitales, il y avait beaucoup de choses. Avant, on parlait de façon un petit peu ancienne, on va dire, d'anomalies de naissance, d'anomalies de trajet et anomalies de terminaison des artères coronaires. Nous, quand on nous demandait de décrire les coronaires sur les échographies ou quand on apprenait les classifications en cardiologie pédiatrique, on nous disait anomalie de naissance, anomalie de trajet, anomalie de terminaison. Vous verrez que ça, c'est un petit peu désuet et je vais vous dire pourquoi maintenant les anomalies de naissance et les anomalies de trajet, on les regroupe sous la terminologie de anomalie de connexion ou connexion coronarienne anormale. C'est ce que je vais appeler dans tout mon topo CCA, connexion coronarienne anormale. Donc, je vous rappelle, ça regroupe anomalie de naissance et anomalie de trajet. Je vous expliquerai juste après un petit peu pourquoi. Alors, de quoi ne va-t-on pas parler aujourd'hui? Parce que le domaine des problèmes coronaires congénitales est assez vaste. En tout cas, on ne va pas parler des anomalies de terminaison. Les anomalies de terminaison, c'est ce qu'on appelle les fistules coronariennes. Les fistules coronariennes, c'est quelque chose qui est rare, voire exceptionnel. Les quelques-unes que l'on voit, c'est des fistules coronaro-cavitaires, ce qu'on appelle les fistules coronaro-camérales. Il y a aussi des fistules coronaro-bronchiques ou coronaro-pulmonaires qui sont décrites, c'est encore plus rare, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et ce dont on ne va pas parler aujourd'hui non plus, c'est les anomalies de connexion des artères coronaires qui sont associées aux cardiopathies congénitales. Donc, ce n'est pas un topo de cardiologie pédiatrique. Aujourd'hui, on ne va pas parler du monde de la pédiatrie et on ne va pas parler de ces anomalies de connexion qui sont associées aux cardiopathies congénitales. Je vous en dis juste un petit mot et après, on arrête. Pour vous dire que ces anomalies de connexion, quand elles sont associées à des cardiopathies congénitales et notamment à des pathologies des gros troncs artériels, eh bien, elles sont bien plus fréquentes que celles qu'on va découvrir à l'âge adulte. Et en plus, pour nous qui faisons de la cardiopédiatrie, c'est important de les décrire parce que avant un geste chirurgical, notamment, c'est important de prévenir le chirurgien si jamais il y a un trajet un petit peu anormal. La présentation classique, enfin l'exemple classique, c'est dans la tétralogie de Fallot avec l'IVA qui peut naître du sinus coronaire droite, venir devant l'artère pulmonaire, devant l'infundibulum, et c'est à l'endroit où le chirurgien doit faire son geste pour élargir la voie pulmonaire, et donc c'est bien important de le prévenir. J'en arrête avec la cardiologie pédiatrique là-dessus. Donc finalement, de quoi on va parler aujourd'hui? Un petit souci. Les diapos ne tournent plus. Voilà. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est les anomalies de connexion coronarienne anormale, découvertes chez l'adolescent ou l'adulte, pas chez l'enfant et pas associées à une pathologie des troncs artériels. Alors pourquoi on parle de ça? C'est parce que c'est quelque chose qui est assez intriguant, sur lequel on commence à connaître quelque chose, 2-3 petites choses, mais vous verrez, c'est un domaine pour lequel il y a encore énormément d'inconnus et énormément de points d'interrogation. Et du coup, c'est plutôt des pistes de réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui que des recommandations ou des choses très formelles. Alors pourquoi ça intrigue? Parce que déjà, c'est très souvent asymptomatique et du coup, c'est des découvertes fortuites. Mais dans ces patients asymptomatiques et dans cette majorité de patients asymptomatiques, il y en a quelques-unes de formes de connexion anormale qui vont faire de l'ischémie et quelques-unes qui vont faire des morts subites. C'est bien pour ça que ça nous intrigue. Et il n'y a pas beaucoup de travaux expérimentaux et très peu d'études de grande ampleur qui vont pouvoir nous aider. Donc, globalement, les recommandations et tout ce qu'on dit, c'est plutôt des avis d'experts. Moi, mes principales sources, c'est Pierre Aubry, qui est un petit peu le pape des anomalies coronaires, qui travaille à Bichat et qui mène notamment le groupe de réflexion Anocor. Qu'est-ce qui est intriguant aussi dans cette pathologie? C'est que la symptomatologie, c'est des fois difficile de la ramener à l'anomalie coronarienne, puisque souvent, cette anomalie de connexion, elle va être imbriquée dans un processus plus classique athéromateux. Et donc, rapporter la symptomatologie à l'anomalie coronarienne que l'on découvre, c'est souvent difficile. Et donc pour ça, on a besoin d'algorithmes décisionnels qui est bien différent de la maladie coronarienne classique athéromateuse, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes pathologies. Je commence avec un petit peu d'embryologie.
pour vous dire que les artères coronaires, elles ne naissent pas de l'aorte. Ça, c'était la théorie ancienne des bourgeons coronaires, et on pensait qu'il y avait l'aorte et les artères coronaires qui venaient naître dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait d'anomalie de naissance des coronaires. En fait, on sait que c'est faux. Les vaisseaux coronariens, ils naissent pas de l'aorte, mais ils naissent à peu près au milieu du myocarde, dans l'épicarde au niveau du sillon auriculo-ventriculaire, puis ils vont s'étendre de façon un peu rétrograde, à rebours, jusqu'à venir se connecter à l'aorte. C'est pour ça qu'on parle d'anomalie de connexion et pas d'anomalie de naissance. Et cette connexion, en plus, elle se fait de façon assez tardive. Il y a un moment dans l'embryologie cardiaque qui est assez important, qui s'appelle la septation cardiaque et la septation conotroncale. Ça se fait à environ 50 jours. C'est le gros troncus qui sort du cœur, qui est le seul vaisseau unique qui sort du cœur, qui va se diviser en deux, entre l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est là où il y a ma flèche sur la septation cardiaque. Et vous voyez que la connexion des artères coronaires à l'aorte, elle se fait après cette septation cardiaque, ce qui explique que les connexions anormales sont liées à des anomalies de trajet des gros troncs, puisque cette artère qui grossit à rebours et qui va se connecter à l'aorte, eh ben, elle va pouvoir cheminer soit devant, soit derrière, soit entre les deux gros troncs artériels qui seront déjà formés. Donc c'est important de savoir que c'est une connexion et pas une naissance, et c'est important de savoir que ça se fait après la septation conotroncale, puisqu'on comprend que finalement, ces anomalies de naissance et de trajet, c'est la même chose, et c'est ce qu'on regroupe sous le terme connexion coronarienne anormale. Pourquoi aussi on ne parle plus trop d'anomalie de trajet? Parce que finalement, l'anomalie de trajet, elle est que initiale, elle est que au niveau des gros troncs artériels. Parce qu'après, l'artère coronaire, elle rejoint quasiment toujours, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais quasiment toujours le territoire dédié. C'est-à-dire la coronaire droite, elle va aller sur le territoire de la coronaire droite, l'IVA aussi, l'ACX aussi. Alors il peut y avoir des anomalies de trajet initiaux, mais globalement, après, l'artère, elle rejoint son territoire. Voilà pour l'embryologie. Un petit mot de génétique, bah là c'est vite fait, on ne sait rien. Il n'y a aucun gène qui ont été identifiés comme probablement ou causal de ces connexions coronariennes anormales. Il n'y a aucun génotype qui a été identifié. La seule chose qu'on sait, c'est que le caractère héréditaire, il est très très rare. Il n'y a quasiment aucune famille qui sont suivies pour ces connexions coronariennes héréditaires, donc on pense qu'il y a une part génétique qui est plutôt faible. Les formes anatomiques, ben, celles qui nous intéressent le plus, c'est les connexions coronariennes anormales avec une connexion aortique. On les oppose avec celles qui ont une connexion pulmonaire. Je vous en dirai juste un mot, c'est rarissime. Les connexions aortiques, eh ben, très très classiquement, elles se font soit au niveau de l'ostium contralatéral, c'est-à-dire le sinus droit pour la coronaire gauche ou l'ostium gauche pour la coronaire droite, l'ostium, pardon, parfois au niveau du sinus, donc proche de l'ostium, mais pas vraiment au niveau de l'ostium, mais dans le sinus. Ça, c'est 99% des formes. Très rarement, les coronaires peuvent se connecter au niveau du sinus coronaire, c'est très rare. Très, très rarement au niveau de l'aorte tubulaire, c'est très rare. Et dans toutes ces connexions anormales avec connexion aortique, c'est toujours un flux antérograde. Donc, il y a toujours un flux antérograde dans cette artère coronaire qui se connecte de façon anormale. Voilà le mot sur les connexions anormales pulmonaires. Elles sont exceptionnelles. Chez l'adulte, elles sont également bien sûr exceptionnelles. C'est la seule petite particularité, c'est souvent une circulation rétrograde. Avec une connexion anormale pulmonaire, on a une grosse artère coronaire qui vient prendre à rebours cette petite artère coronaire qui naît de l'artère pulmonaire et qui vient en fait avec un flux de compétition provoquer un flux rétrograde qui ensuite va se jeter dans l'artère pulmonaire. Ça, on verra tout à l'heure, ça fait un mécanisme d'ischémie myocardique assez classique, comme une thrombose chronique reprise, en fait, finalement. Et juste un petit mot chez les nouveau-nés, je vous avais dit que j'en parlerai pas, mais je peux pas trop m'empêcher. Il y a une présentation qui est classique de connexion anormale coronaire au niveau pulmonaire, c'est ce qu'on appelle l'ALCAPA. C'est donc une naissance anormale du tronc gauche chez les nouveau-nés qui naît de l'artère pulmonaire. C'est une des présentations très classiques de choc cardiogénique chez les nouveau-nés. On est appelé en pédiatrie pour une grosse dysfonction VG, un VG dilaté qui ne se contracte plus. Je vous rappelle, une grosse dysfonction VG chez le nouveau-né, il y a beaucoup d'étiologies, mais celle qu'on n'a pas le droit de rater, c'est l'obstacle gauche, une coarctation, un obstacle valvulaire aortique. Et ça, c'est une des causes de grosse dysfonction VG, et c'est l'électrocardiogramme qui nous donne la réponse, avec, vous voyez, une belle onde Q en D1, AVL. C'est un grand classique de l'électrocardiogramme du nouveau-né, hein.
onde nécrose en D1-AVL, grand rabotage des ondes R dans tout le précordium. Et ça, il faut penser au mécanisme ischémique et à la naissance anormale du tronc gauche qui naît de l'artère pulmonaire, ce qui nécessite un geste chirurgical rapidement. Alors, les trajets différents décrits dans les connexions coronariennes anormales aortiques, eh ben, il y en a deux qui sont évidents, facilement reconnaissables. C'est ceux qui passent devant l'artère pulmonaire, ce qu'on appelle les trajets prépulmonaires, ceux qui passent derrière l'artère, derrière l'aorte, les trajets rétro-aortiques. Globalement, on a l'artère pulmonaire devant, l'aorte derrière. Ceux qui passent devant les gros troncs prépulmonaires, on les reconnaît facilement. Ceux qui passent derrière les deux gros troncs rétro-aortiques, on les reconnaît facilement. Il y a deux autres trajets qui sont souvent confondus dans la littérature, qui se ressemblent beaucoup, qui nécessitent des radiologues expérimentés pour les différencier, puisque les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Il y a le classique trajet pré-aortique, celui qu'on appelle interartériel, qui est vraiment un trajet entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Et il y a un autre trajet qui passe entre les deux gros troncs, mais de façon beaucoup plus basse, c'est ce qu'on appelle le trajet rétropulmonaire. Le trajet rétropulmonaire, même s'il passe entre les deux troncs, il est bien moins à risque. C'est pour ça que c'est bien important de le décrire. Ça, c'est des petits schémas pour vous montrer ce que je viens de vous expliquer, avec pour l'instant celui qui est encadré au milieu, une morphologie normale des coronaires, avec l'aorte qui naît à droite de l'aorte et le tronc gauche qui se divise en IVA-CX de ce côté-là. Ces différents trajets, pourquoi c'est important de les reconnaître? Eh bien, comme je vous dis, parce que ça n'implique pas du tout la même chose. L'espace prépulmonaire et l'espace rétro-aortique, globalement, il est large, il a une forme circulaire. La connexion de la coronaire par rapport à l'aorte se fait avec un angle obtus, large, ce qui ne menace pas la circulation. Et donc, au niveau physiopathologique, la seule particularité, c'est la longueur du trajet entre la connexion aortique anormale et le territoire myocardique. Et finalement, on s'en fiche. Le trajet rétropulmonaire, qu'on appelle aussi intraseptal, c'est ce que je vous dis, c'est un des premiers trajets qui passe entre les deux gros troncs, mais de façon basse, derrière l'infundibulum pulmonaire, au niveau du sinus transverse. C'est dans un espace qui est large, et seulement après, ça remonte au niveau de la face antérieure du VG, en contact avec le myocarde. C'est ce que je vous montre sur cette vue postérieure, là, avec ce trajet qui est très bas situé par rapport au tronc, dans le sinus transverse, dans un espace qui est relativement large et donc avec des mécanismes ischémiques quasiment nuls. Et le dernier trajet, celui que l'on va appeler à risque dans tout le reste de la présentation, connexion coronarienne anormale avec trajet à risque, c'est un trajet qui est pré-aortique ou interartériel entre l'aorte et le tronc pulmonaire. Et là, vous allez voir qu'on a tous les facteurs de risque de gravité que l'on va demander au radiologue de rechercher. C'est un espace interartériel qui est restreint, une connexion avec l'aorte qui se fait avec un angle très aigu, une forme de l'ostium coronaire qui n'est pas circulaire mais qui est en fente ou ovoïde, et un risque de passage intramural aortique, c'est-à-dire un cheminement de la coronaire initiale à l'intérieur de la paroi aortique. Ces différents trajets, en fait, ils sont associés, oui ou non, avec tel ou tel coronaire. Et donc, quand on connaît le nom de l'artère coronaire, on sait déjà un petit peu quel genre de trajet elle va faire. Ce n'est pas du tout des probabilités au hasard. La circonflexe, par exemple, elle n'a quasiment jamais de trajet à risque. L'artère circonflexe, si elle a une connexion anormale, ça va être un trajet rétro-aortique dans l'immense majorité des cas. Donc, une coronaire avec un trajet rétro-aortique, c'est ça, la circonflexe qui naît là. Alors là, il y a tout le tronc gauche qui naît du sinus droit, qui passe derrière l'aorte et qui ensuite se divise en IVA-CX ou uniquement la CX. Ça, c'est un trajet qu'on reconnaît souvent en coronarographie ou en tout cas facilement après au scanner. C'est un trajet qui n'est pas à risque du tout et les circonflexes ont toujours ce trajet-là. Donc, si c'est une connexion coronarienne anormale qui englobe, qui implique l'artère circonflexe, on peut déjà s'arrêter là. En gros, on est tranquille, il n'y aura aucune implication. La coronaire droite, c'est plutôt l'inverse. Toutes les coronaires droites qui naissent de façon anormale, elles ont quasiment un trajet à risque parce qu'elles sont quasiment toutes pré-aortiques. Voilà, ça, c'est l'exemple d'une coronaire droite qui naît du sinus gauche et qui vient cheminer entre l'aorte et l'artère pulmonaire avec un trajet pré-aortique ou interartériel. Il y en a quand même d'autres qui sont décrits, des coronaires droites, soit avec un trajet rétro-aortique, soit prépulmonaire, en naissant de l'IVA moyenne. Ça, c'est une forme classique, mais rarissime, une coronaire droite qui naît de l'IVA moyenne et qui a un trajet prépulmonaire. On la reconnaît facilement en coronarographie et c'est absolument exceptionnel. CX,
on peut éliminer une CCA à risque. Coronaire droite, on est d'emblée dans des catégories de connexion coronarienne anormale à risque. Le tronc commun à gauche et l'IVA, c'est un peu plus compliqué parce que tous les trajets sont décrits, les 4 trajets sont possibles. En tout cas, le trajet malin à risque, c'est le plus rare. C'est ce que je vous montre là. Je vous rappelle sa disposition normale. Ça, c'est le trajet à risque de l'IVA, qui est pré-aortique interartériel. Ça, c'est un trajet pré-pulmonaire de l'IVA. Ça, c'est un trajet rétro-aortique de l'IVA. Donc, les 4 trajets sont possibles, mais celui-ci est vraiment le plus rare. Ça, c'est juste des images de scanner pour différencier un trajet interartériel d'un trajet rétropulmonaire. Ça, c'est un trajet rétropulmonaire en regard de l'infundibulum VD avec une forme circulaire de l'artère circonflexe bien conservée. Et ça, un passage interartériel classique entre l'aorte et l'artère pulmonaire avec, vous voyez, une connexion avec un angle aigu, un trajet là qui est un peu laminé avec un diamètre restreint et on coupe une forme qui est ovoïde ou ellipsoïde de la coronaire, loin d'une forme circulaire. Tout ça, j'y reviendrai, mais c'est les anomalies, les caractéristiques à risque à rechercher au scanner. C'est quoi la prévalence de ces connexions coronariennes anormales? C'est 0,5% sur des coraux systématiques, c'est environ 1% au scanner. Le pourcentage des artères impliquées, c'est 50% CX, 30% coronaire droite, 20% IVA. Alors, vous voyez que ça, c'est de l'affluence parce que déjà, il y a la moitié pour lequel on peut être rassuré, c'est les 50% de CX. Sur une revue de 100 000 scanners, maintenant, on va parler de la prévalence des connexions coronariennes anormales avec trajet interartériel, celles qui nous intéressent, celles qui ont trajet malin, à risque. C'est 0,03 pour les coronaires gauches, 0,3 pour la coronaire droite. Vous voyez, il y a quasiment autant d'IVA que de coronaire droite impliquées, mais je vous avais dit, la coronaire droite, elle a presque toujours un trajet malin. On le retrouve là, alors que l'IVA, c'est environ 10% des trajets qui sont malins, ce qui montre ce pourcentage beaucoup plus faible. On retrouve les mêmes scores sur 5000 scanners systématiques réalisés chez des adolescents qui voulaient faire du sport intensif. Environ 0,04% de CCA gauche à risque et à peu près 10 fois plus de coronaire droite à risque. Ce que je vous dis, 90% des coronaires droites sont à risque, moins de 10% des coronaires gauches. Et ce qu'on ne sait pas, on commence dans les inconnus, c'est combien sont symptomatiques dans ces connexions coronariennes à risque. Bon, on n'en sait fichtre rien, absolument rien. On en vient à la symptomatologie, justement. Chez les moins de 35 ans, la symptomatologie, elle est très difficile, elle est souvent absente, uniquement présente aux efforts extrêmement intenses, où vous savez bien que la symptomatologie aux efforts intenses, elle est quand même assez difficile. Alors bien sûr, il y a la mort subite qui est décrite, il y a les manifestations ischémiques classiques d'angor, de bloc-nez, des syncopes, avec toutes les difficultés de l'interrogatoire. Chez les plus de 35 ans, c'est une symptomatologie ischémique un peu plus classique. Ce qu'on sait, c'est que la présentation sous la forme d'un syndrome coronarien aigu, elle est exceptionnelle, voire impossible. Il n'y a quasiment aucun cas qui ont été décrits. Par contre, il y a beaucoup de connexions coronariennes anormales qui sont décrites au moment d'un syndrome coronarien aigu, parce que c'est à ce moment-là que les patients ont une coronarographie. Et c'est là où ça va être difficile de différencier la symptomatologie en lien avec l'artériopathie classique et en lien avec la connexion coronarienne anormale. La mort subite, en tout cas, j'y reviendrai, après 35 ans, c'est quasiment exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. Ça va avoir une grande importance dans les méthodes de correction qu'on va apporter. En tout cas, j'y reviendrai, mais proposer une correction chirurgicale pour s'affranchir du risque de mort subite à 50 ans, ça n'a pas de sens. Au-dessus de 35 ans, la mort subite sur une connexion coronarienne anormale, c'est proche de zéro. Quels sont donc ces coronaires anormales qui sont en cause dans l'ischémie? Ça, je l'ai déjà dit, c'est les trajets préaortiques avec la connexion dans le sinus contralatéral et avec ce trajet très aigu. Les connexions pulmonaires, je vous l'ai dit, c'est exceptionnel, c'est en lien avec de l'ischémie classique, mais oui, elles peuvent induire de l'ischémique. Les autres, plutôt non. Prépulmonaire, jamais. Rétra-aortique, jamais. Rétropulmonaire, vous savez, avec ce trajet un peu bas derrière l'infundibulum, c'est parfois discuté, mais globalement, il faut retenir que ce n'est pas risque d'induire de l'ischémie. Les mécanismes de l'ischémie, c'est difficile, on n'en sait pas grand-chose, il y a beaucoup de choses qui sont décrites. Il y a la perte de la géométrie circulaire de l'ostium qui ont été décrites. Il y a la réduction de surface de la coronaire dans son trajet interartériel.
Il y a l'angulation très aiguë qui gêne le remplissage aorte coronaire. Il y a des contraintes pariétales lors du passage intramural qui ont été décrites notamment lors des poussées hypertensives qui vont comprimer un petit peu l'aorte et qui vont donc comprimer ce trajet interartériel de la coronaire à l'intérieur de la paroi aortique. On ne sait pas grand-chose, en tout cas, de ces mécanismes de l'ischémie. Ce qu'on sait, c'est que un peu le fantasme de la compression extrinsèque par l'artère pulmonaire, ça n'a jamais été démontré. Jamais démontré. Donc, c'est un truc qui fait peur à tout le monde lors des efforts, etc. Mais en fait, on n'en sait rien, absolument rien. C'est plutôt quelque chose à partenir. C'est quoi les particularités des symptômes et de l'ischémie dans ces connexions coronariennes anormales? Eh ben, c'est qu'en fait, c'est très difficile de mettre en évidence l'ischémie avec les outils classiques. C'est parfois même impossible. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont de l'ischémie sur certains tests ou qui ont fait des troubles du rythme ischémique et on essaye de reproduire cette ischémie avec une autre méthode et on n'y arrive jamais. Donc, c'est déjà une des difficultés des recherches d'ischémie dans ces cas-là. Et puis, vous verrez que les recommandations qui s'appuient beaucoup sur le fait que les patients soient ischémiques ou pas, bah, ça pose la question de leur interprétation. Ça, c'est ce que je vous dis. Des fois, il y a des sportifs qui sont parfois très gênés une fois, puis la fois, avec le même effort, ils ne sont pas gênés. Ce qui montre bien que les mécanismes de l'ischémie ne sont pas parfaitement connus. Ça, je vous ai dit, c'est difficile parce que ça se superpose à la maladie coronarienne classique. Et du coup, c'est vrai que dans les recommandations ou dans l'interprétation des recommandations, je pense que c'est mieux de parler de symptomatologie d'allure ischémique ou de symptômes suspects plutôt que de preuve d'ischémie, parce que la preuve d'ischémie, on va souvent avoir du mal à l'avoir. Un petit mot complémentaire sur les mécanismes de l'ischémie. Pour vous, ça on s'en fiche, pardon, on passe là, pour vous dire que les autres mécanismes ischémiques, eh ben, ils sont quasiment toujours absents dans ces connexions coronariennes anormales à risque, notamment les dissections, les spasmes ou le mécanisme classique d'athérothrombose, il est exceptionnel dans une connexion coronarienne anormale avec un trajet interartériel et il n'a même jamais été retrouvé dans les morts subites. Donc, le mécanisme de l'ischémie et le mécanisme de la mort subite dans ces connexions coronariennes anormales, en tout cas, ce n'est pas des mécanismes ischémiques classiques. Ça, c'est juste une particularité. Je vous ai dit que la CX, qui est rétro-aortique, qui n'est jamais impliquée dans des formes d'ischémie en lien avec des connexions anormales, eh ben, elles sont plus souvent athéromateuses que les autres. Pour finir avec l'ischémie, je vous ai dit que je vous dirais un mot sur la connexion pulmonaire, avec cette grosse artère coronaire contralatérale qui vient prendre à rebours cette petite coronaire qui naît de la pulmonaire. Et ben là, c'est plus un mécanisme d'ischémie chronique, comme une thrombose chronique, avec une hypoperfusion chronique et une ischémie qu'on retrouve bien de façon un peu plus classique. Comment la rechercher, cette ischémie? Ben oui, hein, c'est difficile de la rechercher. En coronarographie, on se fait souvent, on peut se faire avoir. Enfin, pardon, on comprend en coronarographie pourquoi c'est difficile d'induire l'ischémie, parce que la réduction de calibre, elle est souvent pas majeure. On dit en moyenne, elle est entre 20 et 50% la réduction de calibre entre les deux artères, en tout cas moins de 70%. Du coup, vous voyez, c'est à peu près le seuil de sténose que l'on retient pour des sténoses athéromateuses. Donc, ce qui prouve que l'ischémie documentée, eh ben, elle peut être intermittente. La FFR, elle peut bien sûr souvent ne pas être pathologique parce qu'on est à peu près au seuil de sténose que l'on retient habituellement. Et de toute façon, la valeur seuil, elle n'a pas du tout été évaluée pour ces connexions coronariennes. Donc, on ne sait pas trop. Les tests qui sont un peu moins pris en défaut, en tout cas, c'est important, de la scintigraphie myocardique et de l'échographie d'effort. C'est les tests d'ischémie classiques qu'il faut proposer. En imagerie, c'est la coronarographie qui est le mode de diagnostic le plus fréquent, mais ce n'est pas du tout le gold standard de l'évaluation. Ça, c'est juste le moyen de la découvrir de façon fortuite. Le gold standard, après la coronarographie, après le diagnostic, on va dire fortuit, c'est le scanner, un coroscanner, place énorme, extrêmement importante dans ces connexions anormales. Surtout, bien sûr, pour nous parler de quel trajet il s'agit, duquel des 4 trajets en cause il s'agit, même si le prépulmonaire et le rétro-aortique, on s'en doute souvent. En tout cas, la place importante du scanner pour différencier le trajet rétropulmonaire du pré-aortique, c'est ce que je vous disais. Et après, les éléments qu'on va demander au radiologue, c'est les éléments de gravité de ces connexions anormales, avec c'est quoi la forme de l'ostium? Est-ce qu'il est circulaire? Est-ce qu'il est en fente? C'est quoi la déformation du trajet initial? Est-ce qu'il y a une réduction du calibre? Et surtout, l'angle de connexion dont je vous ai parlé, plus il est aigu, plus c'est grave.
Je vous remets là les critères anatomiques de gravité au scanner, l'ostium en fente, le passage intramural aortique, l'angle de connexion aigu, moins de 45 degrés, et une réduction de surface de moins de 50 degrés. Ce sont les facteurs de gravité à rechercher au scanner dans les CCA avec trajet interartériel. En 1, coro pour le diagnostic fortuit, en 2, le scanner, en 3, l'imagerie endocoronaire qui va rechercher un peu les mêmes éléments que le scanner, la déformation artérielle, est-ce que le trajet artériel il est ovalaire ou est-ce qu'il est ellipsoïde, enfin pardon, est-ce qu'il est circulaire ou est-ce qu'il est ovalaire, ellipsoïde, etc. La forme de l'ostium et la réduction de surface à rechercher, même si elle est rarement en dessous de 70%, ce qui explique que l'ischémie soit difficile à aller rechercher. Je redis, bien sûr, pour les recherches d'ischémie, c'est Saintier et Codefort. Le TT et l'IRM, c'est finalement très peu utile. Un petit résumé pour vous dire ce qu'on fait comme examen quand on tombe sur une connexion coronarienne anormale. En 1, la coro. En 2, le scanner, sauf si vraiment certitude sur le trajet prépulmonaire ou rétro-aortique. En tout cas, indispensable s'il y a un trajet entre les deux gros troncs. Là, après, on a éliminé les CCA qui ne sont pas à risque. Donc, on a enlevé les circonflexes, en gros, mais il reste toutes les coronaires droites. Et là, ce qu'on propose, c'est un test fonctionnel avec la scintille myocardique, l'échographie d'effort, l'imagerie endocoronaire, plutôt l'échographie endocoronaire. Et puis après, j'ai mis de façon volontairement un petit peu provocatrice, puis seulement on réfléchit. Parce que c'est là où on va avoir tout, on va faire un peu de la médecine interne. On fait tous les examens, puis après on réfléchit. Mais vous verrez que même avec tout ça, c'est bien compliqué. Ce qui fait peur à tout le monde dans la prise de décision, c'est le risque de mort subite. Donc, qu'est-ce qu'on sait actuellement sur le risque de mort subite en lien avec les connexions coronariennes anormales? En tout cas, les formes anatomiques impliquées, on sait que c'est les mêmes que celles qui sont associées à l'ischémie, c'est-à-dire c'est les connexions coronariennes anormales avec trajet interartériel. Et il n'y a que celles-ci qui sont en cause. Prépulmonaire, rétropulmonaire, rétroaortique, déjà on est tranquille. C'est quoi le mécanisme? On ne sait pas bien. En tout cas, on sait que la mort subite, elle se fait en fibrillation ventriculaire, que très très probablement il y a un substrat ischémique. À part ça, on ne sait pas grand-chose. Je vous ai dit, en tout cas, ce n'est pas un mécanisme classique de dissection, de spasme, de thrombose. On ne retrouve jamais de syndrome coronarien aigu. Il n'y a quasiment jamais de nécrose myocardique. Voilà. Le reste, on ne sait pas bien. En valeur absolue, le risque il est extrêmement faible. L'estimation de la mort subite, l'estimation de l'incidence annuelle de la mort subite dans une population qui fait du sport intense et qui a une communication coronarienne anormale, c'est 0,1 à 0,3% pour les CC à gauche, 0,015 pour les CC à droite, alors qu'elles sont plus fréquentes. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a un truc qui se dessine, c'est que les CC à droite, elles impliquent quasiment jamais de mort subite. Là, ça, à droite de ma diapo, c'est la prévalence des connexions coronariennes anormales. Je vous disais, c'était 0,3%, donc 3 pour 1000 pour la droite, 0,03 ou 0,04%, donc 0,4 pour 1000 pour les gauches, ça on retrouve la prévalence, et l'incidence de survenue d'une mort subite sur 1000 patients pendant un an, ce qu'on trouve là, 3 pour 1000 pour la coronaire gauche, 0,15 pour la coronaire droite, alors que la prévalence est plus importante. Donc, sur la coronaire droite, on est vraiment proche de zéro. Ça, je vous ai mis les cardiopathies congénitales classiques qui induisent la mort subite. Vous voyez, tachycardie ventriculaire catécholergique, cardiopathie hypertrophique, Brugada, on est de l'ordre de 10 à 20 pour 1000, c'est-à-dire plus de 1%. Hein. Là, pour la coronaire gauche, on est à 0,3%. Donc, en valeur absolue, vraiment très, très faible. Donc, on sait qu'il y en a très peu des coronaires gauches à risque et qu'il y en a très peu sur ces coronaires gauches à risque qui vont faire une mort subite. Alors ça, c'est sympa, mais ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de stratifier autrement. C'est quoi qui peut nous permettre de stratifier un peu mieux? C'est ce que je vous disais, le critère primordial, c'est l'âge. La mort subite, elle survient entre 10 et 20 ans, on va dire. Vous voyez, dans cette étude-là, sur 200 survenues de mort subite, l'âge médian, c'était 17 ans. Et vous voyez une grande incidence dans la dizaine des 10, dans la dizaine des 20. Après 30-35 ans, parler de mort subite sur une connexion coronarienne anormale, c'est difficile. Donc en 1, c'est l'âge pour essayer de stratifier. Après, en 2, il y a d'autres choses, mais vous allez voir que c'est un peu plus frustrant. C'est le sport intense, avec les sports à haute intensité, type course à pied, cyclisme, foot. C'est là où ça a été décrit, les morts subites. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est la connexion anormale gauche, bien qu'on ne sache pas du tout pourquoi. Alors, le seul facteur que l'on a, c'est l'importance du territoire myocardique considéré, qui est plus important sur la coronaire gauche. Mais enfin, on sait qu'il existe des grosses coronaires droites, et on ne voit pas bien pourquoi ces coronaires droites, elles impliquent moins de morts subites. En tout cas, c'est comme ça, on le sait, beaucoup, beaucoup moins.
Et puis, il y a quand même souvent une symptomatologie ischémique à l'effort qui a été retrouvée avant. Donc, vigilance, vigilance, si quelqu'un vous décrit ça. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de vrai score stratifiant le risque de mort subite. Ce qu'on retient en pratique, c'est le jeune sur une coronaire gauche, anormale. C'est là où on peut être dans les critères d'intervenir pour prévenir le risque de mort subite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme décision à prendre? Est-ce qu'il faut la corriger, cette connexion coronarienne anormale? Et la corriger, si oui, par quoi? Chirurgie, angioplastie. La place du défibrillateur, ça je ne vais pas la détailler, je ne suis pas rythmologue et de toute façon la place du défibrillateur dans la prévention du risque de mort subite dans la connexion coronarienne anormale, c'est 0, ça n'a quasiment jamais été fait, jamais décrit, on pense qu'il ne faut plutôt pas le faire, donc c'est assez vite réglé. La place du traitement anti-ischémique, je vous en dirai un mot, et puis qu'est-ce qu'on a le droit d'autoriser ou restreindre comme activité sportive? Là aussi un peu provoquant, ne rien faire, peut-être que c'est la meilleure solution, ne rien faire. Avant de vous parler des techniques, ce qu'il faut faire, c'est quoi les techniques chirurgicales qu'on peut éventuellement proposer? Il y a 2 techniques. Il y a le traitement endoluminal, c'est ce que les chirurgiens appellent unroofing, c'est-à-dire aller à l'intérieur, passer par l'intérieur de l'aorte et ouvrir ce trajet interartériel, l'ouvrir dans l'aorte, puis faire un nouvel ostium plus loin, ou aborder l'aorte de façon externe, exoluminale, et faire un néo-ostium à l'aide d'un patch d'élargissement. C'est des techniques qui ne sont pas simples, qui ne sont pas souvent utilisées, qui sont éventuellement à risque, notamment de thrombose, de sténose et d'anévrisme, et pour le traitement endoluminal qu'on appelle unroofing, aussi de léser une des cuspes de la valve aortique. Ça a été décrit. Avant, ce qu'on faisait, c'était un pontage. On sait qu'il ne faut pas le faire parce que le pontage ne va pas se développer. Après, on faisait pontage plus ligature de la connexion coronarienne artérielle en cause. On sait que globalement, ça donne des mauvais résultats. Le pontage, c'est une technique à oublier. Les recommandations, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est des recommandations qui sont américaines, qui datent de 2018. On va d'emblée dans le groupe des CCA à risque. Les connexions coronariennes anormales gauche à risque. Est-ce qu'elles sont ischémiques? Oui, chirurgie de classe 1. Est-ce qu'elles ne sont pas ischémiques? Enfin, elles sont ischémiques, non. Chirurgie quand même, classe 2A. Les CC à droite, à risque. Est-ce qu'elles sont ischémiques? Oui, chirurgie en classe 1. Pas ischémique, mais avec un risque d'arythmie? Oui, chirurgie. Et non, c'est la seule case où les recos ne proposent pas de chirurgie et mettent les 2 techniques, soit de surveillance, soit de chirurgie, de façon équivalente en 2B. D'autres recommandations, ça c'est les recommandations de chirurgie thoracique, toujours américaine, de 2017, qui disent à peu près la même chose. Correction pour les CC à gauche et droite en cas de symptômes associés à une ischémie. Toute petite particularité, c'est qu'il y a quand même, là dans les premières, il n'y a pas un mot sur l'angioplastie, il y a un petit mot sur l'angioplastie en disant qu'on peut envisager une correction interventionnelle dans les hauts risques chirurgicaux. Reco européenne, c'est facile, il n'y en a pas. Donc, c'est quoi qui sort de ces recos? C'est une immense place à la chirurgie et on ne sait pas trop quelle est la place du traitement angineux et quelle est la place de la correction par angioplastie. Qu'est-ce qu'on peut critiquer sur ces recommandations? C'est qu'ils font une immense place à la chirurgie, mais qu'en pratique, dans le monde, il n'y a quasiment aucun patient qui se fait opérer. Quasiment aucun. Donc, c'est difficile de suivre ces recommandations, sachant que en pratique, presque aucun patient ne sont opérés de ces connexions coronaires anormales. Donc, il faut qu'on essaye de faire quand même un petit peu mieux. Pourquoi on arrive à cette situation-là? C'est des recommandations qui sont faites par des chirurgiens et qui sont faites pour une population jeune, pédiatrique. C'est des recommandations de chirurgie, de cardiologie pédiatrique. Et donc, ce n'est pas du tout notre situation de découverte un peu fortuite à l'adolescence ou à l'âge adulte. On peut dire aussi que c'est des recos qui ne reposent sur rien. Il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui parle de ça. La principale méta-analyse, vous allez voir, c'est 30 ans de suivi, 14 centres en Europe, 156 patients. Donc, par centre, ça fait à peu près un patient tous les 3 ans. Donc, c'est ça le poids des recommandations en cardiologie congénitale, malheureusement. C'est pour ça que parfois, il faut savoir les critiquer. Comme autre critique, ce qu'on peut faire, c'est que l'histoire naturelle de la connexion coronarienne anormale avec un trajet à risque, on ne la connaît pas. L'histoire corrigée, on la connaît encore moins. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de patients opérés. Ça repose sur la recherche d'ischémie, et puis on a dit que l'ischémie myocardique, elle était très difficile à documenter et que la symptomatologie, elle était atypique.
Donc, mettre des recommandations qui ne posent que sur l'ischémie, je pense que c'est un peu délicat. Il n'y a pas du tout de place à l'âge, alors qu'on a vu que pour la prévention du risque de mort subite, c'était vital d'en parler. Puis ça, je vous en ai déjà dit, mais voilà, proposer une chirurgie, c'est quand même des techniques bien spécialisées qui ne sont pas complètement sans risque. Et donc, ça nécessite en tout cas de l'étudier un petit peu plus. Je vous redis, en pratique, nous, ce qu'on recommande, c'est en dessous de 30 ans, c'est s'affranchir du risque de mort subite. Plus de 30 ans, plus de 35 ans, c'est corriger une symptomatologie ischémique. C'est les deux situations dans lesquelles on pourra être à même de proposer une correction. Sur la correction, il y a quand même une petite place du traitement anti-angineux. Il y a quelques séries qui sortent avec une bonne efficacité, notamment des bêta-bloquants. C'est bien sûr en cours. Il n'y a rien qui est certain, mais probablement une place des bêta-bloquants qui est importante. Et puis un petit mot sur l'angioplastie qui commence à se développer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'angioplastie, elle est possible sur ces connexions coronariennes anormales et sans risque majeur. Le groupe Anocor, il fait un registre d'angioplastie des anocors. Ceux qu'il propose de dilater, c'est les connexions coronariennes anormales droites, avec un trajet à risque interartériel, avec de l'ischémie documentée à plus de 30 ans. Donc c'est dans cette catégorie-là, la population âgée qui est ischémique pour s'affranchir des symptômes ischémiques seulement sur les CCA droites. Là, on pense qu'il y a vraiment une place de l'angioplastie. Elle est à discuter dans ce cas-là. On peut aussi la discuter chez les patients à très haut risque chirurgicaux, chez qui de toute façon on ne voudra pas proposer une correction. Voilà certainement la place de l'angioplastie, mais qui est encore à étudier. L'étude là sur la dilatation des CCA droite à risque chez les plus de 30 ans qui sont ischémiques, elle est en cours. Ça, c'est juste un schéma d'une angioplastie coronaire droite qui naît du sinus gauche. Donc là, on voit le trajet un petit peu rétréci et la pose du stent. Ça ressemble à ça en tout cas. Sur les activités sportives, je pense qu'il y a deux questions à se poser. C'est est-ce qu'il y a une restriction sportive pour les CCA qui ne sont pas corrigées? Et est-ce qu'il faut proposer un dépistage de ces connexions coronariennes anormales? Sur la première question, ça c'est une nouveauté. Sur les connexions coronariennes anormales droites qui sont à risque, mais qui n'ont pas de symptômes et pas d'ischémie, oui, pour tout sport en compétition. Ça, c'est nouveau dans les recommandations de 2018 américaines, bien sûr, après avoir informé le patient, etc. Ça repose que le risque de mort subite sur les CCA droite, il est proche de zéro. En tout cas, contre-indication de tous les sports en compétition, sauf les sports de faible intensité, pour les CCA interartériels, qu'elles aient des symptômes ou qu'elles soient asymptomatiques. Ça, c'est à peu près bien calibré pour le sport. Le dépistage des CCA à risque, eh ben, vous savez qu'il y a des recommandations pour l'électrocardiogramme, pour les licences sportives, à partir de 12 ans, tous les 3 ans, puis à partir de 20 ans, tous les 5 ans. Ça, c'est juste un petit rappel, parce que de toute façon, l'électrocardiogramme, il n'est pas pertinent pour le dépistage de ces CCA. Donc oui, c'est bien de le faire, mais ça ne sert pas à grand-chose. L'échographie cardiaque chez la population jeune, oui, ça peut être utile pour dépister les connexions coronariennes anormales. Pour l'instant, c'est proposé seulement pour les athlètes de haut niveau, les échographies systématiques, ce qui représente environ 15 000 patients. Est-ce que c'est important, nécessaire, discutable de proposer une échographie systématique pour tous les sportifs en compétition avec une composante dynamique élevée? On estime que ça représente environ 200 000 patients par an. Si on le multiplie par notre prévalence, je m'étais amusé à faire le calcul, je crois que c'est 600 CC à droite que l'on trouverait et puis 80 CC à gauche sur 200 000 échographies. Je n'ai pas la réponse de savoir s'il faut le faire ou pas. Je vous laisse voir si vous voulez faire des échographies systématiques. En résumé, vous avez vu que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, qu'on peut s'aider d'un arbre décisionnel que je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'arbre décisionnel de Pierre Aubry. Dans cet arbre, il y a deux étapes qui sont vraiment clés. C'est essayer de faire le lien entre la symptomatologie et l'image que l'on voit, et le lien entre l'ischémie que l'on a recherché par scintillateur ou par écho et l'image. Et je vous rappelle encore une fois l'importance de l'âge. Voilà une proposition d'arbre décisionnel. Souvent, en coronarographie, on fait un diagnostic de connexion coronarienne anormale. Sur les connexions gauches, déjà, on peut éliminer les circonflexes qui sont jamais à risque. Les droites, elles sont quasiment toujours à risque. Les troncs communs IVA, l'importance énorme du scanner pour différencier le trajet interartériel du trajet prépulmonaire, ce qui nous permet d'éliminer pas mal de connexions qui ne sont pas à risque et pour qui on ne fera rien. Dans les traitements, dans celles à risque,
Donc là, on en est déjà à la coronarographie, au scanner que l'on a réalisé. Là, on passe au test fonctionnel, scintigraphie myocardique ou échographie de stress. L'imagerie endocoronaire, avec surtout la place de l'échographie endocoronaire. Là, on a à peu près tous les éléments pour réfléchir. Et c'est quoi nos éléments décisionnels? C'est tout ce que je vous ai déjà dit, mais je vous les rappelle. L'âge, est-ce que c'est moins de 30 ans? C'est à partir de là qu'il faut discuter de s'affranchir du risque de mort subite. C'est quoi la méthode de découverte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a déjà eu une histoire d'arrêt cardiaque ou de syncope? Est-ce qu'on a de l'ischémie myocardique? Elle est documentée. Et si elle est documentée, est-ce qu'elle est en lien avec notre connexion? Ça, c'est vital parce que bien sûr, à 50 ans, on peut avoir une ischémie en lien avec une artériopathie coronarienne classique. Quels sont les critères anatomiques de gravité sur le scanner? Et je vous les rappelle, l'ostium en fente, le passage intramural, l'angle très aigu et la réduction de surface du trajet initial de moins de 50%. Quelles activités sportives pratique le patient? C'est sûr, s'il fait du bowling ou de la pétanque, on sera plutôt plus tranquille. Et bien sûr, quel est son avis? Lui, qu'est-ce qu'il en pense? Et donc, ça nous amène à nos décisions. Soit on ne propose rien, soit angioplastie chirurgie. La place du traitement ischémique, très probablement les bêta-bloquants. Défibrillateur, je vous ai dit, c'est proche de zéro. Et puis, on lui parle de ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, puis que vous avez quelques